Bonjour Monsieur le Ministre, on est heureux de vous avoir aujourd'hui au micro du Verre. Ce sera la première fois et nous sommes heureux de partager quelques minutes avec vous. Notre première question va porter sur la stratégie de votre ministère en termes de développement, en termes de mobilité durable. Quelles sont les actions et les ambitions, et si vous avez déjà en fait une feuille de route tracée si vous voulez en fait la partager avec nos lecteurs. Oui, je vous remercie d'abord pour cette interview. Il faut dire qu'effectivement le ministère du Transport est un ministère qui est concerné essentiellement par tout ce qui est changement climatique et par l'énergie, l'économie de l'énergie. Cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'un des premiers consommateurs énergétiques et donc je dirais en parenthèse l'un des premiers pollueurs au niveau national. Et aussi c'est un secteur qui est en plein développement. Lorsqu'on dit en plein développement, on est en train de parler, si vous voulez, d'une croissance du parc automobile sur les 9 dernières années qui est doublée. C'est-à-dire on est passé de 1,9 million en 2007 et on est actuellement à quelques 4 millions de véhicules en 2017. Et cela nécessite donc une augmentation de la consommation énergétique et par conséquent une émission plus grande des polluants. Cela nous a obligés donc à revoir notre feuille de route au niveau de la stratégie nationale, vu qu'il y a eu une stratégie nationale du développement durable qui est incitée sur la nécessité de baisser et je dirais d'optimiser la consommation énergétique au niveau du transport. Et donc on s'est engagé avec cette stratégie nationale du développement durable à réduire nos émissions. D'autant plus que le ministère a été précurseur au niveau de la stratégie aussi des transports, au niveau de la logistique. Puisque dans le cadre des NDCs, donc de tout ce qui est accord au niveau mondial, donc l'accord de COP 21 et 22, le Maroc s'est engagé pour réduire au niveau du transport sa participation de 25%. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, il faut rouler proprement et donc rouler durablement. Cela nous a obligés à prendre un certain nombre de décisions, qui soient des décisions institutionnelles, mais aussi des décisions qui sont d'ordre juridique, donc au niveau des lois, de la fiscalité essentiellement, mais aussi d'autres décisions qui ont été prises pour changer le comportement. Le comportement, d'autant plus que ce comportement, c'est l'un des faits essentiels marquant le côté transport, puisqu'on a beau chercher à réduire la consommation, un consommateur, je dirais un utilisateur d'une voiture, quel qu'il soit, je pense que l'une des premières choses qu'il cherche à avoir, c'est une voiture, une bolide qui roule vite, et forcément dire rouler vite, c'est-à-dire avoir plus de chevaux, et donc forcément plus consommatrice en énergie. Donc les voitures, on les veut plus énergivores malheureusement. C'est pour ça qu'on a été obligé de revoir donc la copie au niveau de la mobilité, et donc pouvoir dire comment faire en sorte pour réduire cette consommation énergétique. Donc on a pris des décisions depuis 2-3 ans, mais maintenant, d'autant plus qu'avec la loi de finances 2018, on a pu intégrer un certain nombre d'actions qui sont bien claires. La première, c'est effectivement de donner une prime à la casse et au renouvellement des véhicules de transport public, que ce soit les autocars ou les camions transportant les marchandises. Cela cadre généralement avec la décision qu'on a prise au niveau des NDC, c'est-à-dire pouvoir donc réduire la consommation énergétique. Donc cette prime à la casse et au renouvellement va permettre aux gens qui ont des véhicules, donc autocars ou bien camions dépassant les 20 ans, de pouvoir donc les renouveler, acheter soit une nouvelle ou quelque chose qui a moins de 5-10 ans, ou bien les casser carrément, c'est-à-dire les renvoyer à la casse et en acheter une autre. Cela va permettre donc de réduire la consommation énergétique. Un deuxième point pour nous qui est important, c'est effectivement de pouvoir switcher sur les modes de transport, c'est-à-dire au lieu d'avoir des véhicules utilisant l'essence et le gasoil, on est en train donc de promouvoir la voiture électrique. Et donc c'est pour ça on va baisser donc la TIC, la taxe intérieure à la consommation, mais aussi les frais d'importation pour les véhicules qui sont des véhicules donc électriques. Donc cela cadre réellement avec cette stratégie donc de la mobilité durable. Et puis aussi on est en train de réfléchir sur d'autres actions qui sont des actions, si vous voulez, de comportement. Alors lorsque je dis comportement, c'est-à-dire que je vais essayer d'influencer sur les conducteurs professionnels, et cela à travers donc la méthode, ce qu'on appelait nous l'éco-conduite.
c'est-à-dire une conduite économique et donc durable. Cela va nous permettre donc de réduire la consommation énergétique de quelques 10 à 15%. Et par conséquent et par ricochet va nous permettre effectivement de baisser le coût des transports de 12 à 13%. C'est une bonne chose pour les investisseurs dans ce domaine et cela va permettre donc à un professionnel, un conducteur professionnel de pouvoir donc conduire d'une manière vraiment très professionnelle et donc très économique en énergie. Et puis il y a aussi un autre élément qui va influencer l'achat et le comportement des utilisateurs, c'est l'introduction d'une taxe pour les voitures ou pour les véhicules les plus pollueurs. Ou les voitures ou les véhicules les plus pollueurs. Et maintenant, une fois qu'on va aller vers le centre de visite technique, donc on va avoir un certain nombre de critères, donc tout ce qui est frein, etc. En plus, la voiture ou le véhicule qui pollue le plus va payer une taxe en plus supplémentaire. Cela donc va nous obliger à changer notre comportement, c'est-à-dire lorsqu'on va prendre des décisions d'achat, on va repenser est-ce qu'on achète une voiture propre ou pas. Donc ce sont là quelques actions qui sont en train de se concrétiser au niveau de notre ministère du Transport. Et puis il y a cette feuille dont vous avez parlé, c'est la feuille de mobilité durable. Alors c'est quoi la feuille de mobilité durable? C'est une feuille, donc je peux me vanter de dire que le Maroc est l'un des premiers pays au monde qui a présenté une feuille de route de mobilité durable. On l'a présenté ici le 8 novembre à la COP23. Et dont l'objet essentiel était effectivement de pouvoir présenter une feuille de route pour le pays Maroc sur la mobilité durable. Donc c'est un travail qui a été initié depuis la COP22 et c'est un travail participatif dans lequel on a donc prospecté auprès de l'ensemble des acteurs qui ont trait avec la mobilité, que ce soit des acteurs institutionnels, mais aussi des acteurs privés, les ONG, les conseillers municipaux, élus, les institutions qui travaillent sur la mobilité, de manière à avoir une feuille de route qui est composée de 6 axes essentiels. Et ces axes sont des axes complémentaires et sur lesquels on va avoir des actions, donc à partir de l'année prochaine, ou des actions qui seront donc promues dans l'avenir d'ici 2021-2022. Et puis dans cette mobilité durable, l'un des axes, c'est effectivement l'axe qui a trait au transport urbain, interville. Donc c'est l'idée des RER, des trains régionaux, c'est l'idée de la continuité de nos trams sur ville, les lignes de Casa, Rabat, mais aussi sur d'autres villes comme pourquoi pas Tanger, Fès, Agadir, Marrakech, ils sont en train de réfléchir. C'est aussi l'intermodalité, c'est-à-dire comment faire en sorte que dans le cadre de nos stations ou de nos gares routières maintenant, on va y avoir une certaine intermodalité. Vous arrivez en train, vous avez en dessous les taxis pour prendre le transport mixte juste à côté et pourquoi pas un autocar à côté pour continuer, etc. Maintenant, vous savez, lorsque vous avez un LGV, un train à grande vitesse qui va aller de Tanger à Casablanca, vous allez gagner donc en quelques 2h20 minutes. Mais si vous devez aller à Marrakech et que vous n'avez pas la possibilité de descendre du train et de prendre un autocar juste à côté, c'est sûr que je dirais que ça serait inutile de prendre le TGV. Le mieux c'est de rester sur le train normal. Donc cette logique de mobilité durable, on va essayer d'avoir cette intermodalité avec l'ensemble des moyens de transport. On est en train de travailler dessus et je pense que dans les années à venir, ça va marcher très bien, Inch'Allah. Plusieurs pays développés et pays constructeurs automobiles, ils ont annoncé dernièrement qu'ils vont abandonner la construction des véhicules thermiques. Et ils vont partir à partir, par exemple, l'Allemagne, en 2030, il n'y aura que des voitures électriques. La France, M. Emmanuel Macron a fait l'annonce hier, en 2037, il n'y aura plus de voitures thermiques. Donc, ces annonces, c'est des annonces fortes qui nécessitent une préparation de notre côté. Sachant que c'est des grands pays constructeurs, notre parc automobile au Maroc, il est constitué en grande partie des véhicules allemands et français. Et du coup, qui dit véhicule électrique, il faut mettre en place des bornes de recharge. C'est la grande problématique de ce type de véhicule. Est-ce que dans votre feuille de route, vous avez pensé à mettre en place ce type de composants? Et sinon, quelle est la vision? À ce niveau, il y a une ébauche de réflexion. Une ébauche de réflexion qui veut qu'il y ait des actions à moyen terme, mais aussi des actions à long terme.
L'essentiel au niveau marocain actuellement, c'est de poser la question suivante. Quel est le moyen de transport futur qui sera le plus durable? Il y a un choix entre donc cette direction, c'est d'aller vers l'électrique. C'est un choix qui est acté par un passé pour les pays développés qui a déjà épuisé au niveau de tout ce qui est industrie automobile. La plupart des constructeurs maintenant européens qui ont investi au Maroc, ce sont les mêmes constructeurs qui investissent au niveau de l'Europe eux-mêmes. Et donc forcément, on ne peut pas avoir deux logiques, une logique construction automobile européenne et une autre au niveau marocain. Et donc on est sur cette logique et sur cette trajectoire d'une réflexion à moyen terme qui veut que progressivement on puisse introduire un parc donc électrique qui puisse donc par la suite pouvoir donc, je dirais, transplanter les moyens de transport existants. Cela va prendre beaucoup de temps, puisqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec les pays européens. Mais il faut dire aussi que lorsqu'on va arriver à une consommation énergétique dont 52% va être électrique, cela va nous permettra certainement de développer l'électrique au détriment des hydrocarbures. Donc avec le gaz naturel qui va donc, Inch'Allah, jaillir au niveau marocain, cela va nous permettre de pouvoir faire donc de la production électrique propre avec nos propres moyens. Et donc forcément, le problème qui se pose actuellement pour les voitures électriques au Maroc, c'est la question de coût. Il est bien facile de décréter, je dirais, une décision sur la généralisation de la voiture électrique. Si le coût du fonctionnement et de l'investissement reste très élevé comparé à ce qui existe actuellement, l'idée ne passera pas. Donc on est en train de réfléchir sur les textes juridiques, mais aussi sur l'institutionnalisation de la chose. Le point fort du Maroc actuellement, c'est qu'on a un certain nombre d'investisseurs automobiles, et donc dans l'écosystème de construction automobile qui s'intéresse à l'électrique au Maroc. Donc on a des premières prospections, et les constructeurs ils ont un avis favorable sur la possibilité donc de concrétiser à ce niveau. Les bornes suivront, il n'y aura pas de problème. Le cas de ADM par exemple, on avait un événement il y a un mois, donc un rallye de voitures électriques. Autoroute du Maroc a pu installer 37 bornes en une semaine. C'est-à-dire que c'est une question sur laquelle il n'y aura pas de problème tant que l'écosystème de voitures électriques en lui-même est construit. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire juste un survol, une synthèse des initiatives que vous avez présentées lors de la COP 23? Oui, alors à ce niveau, il faut dire qu'on fait un travail de groupe, alhamdoulilah, au niveau Maroc, que ce soit au niveau donc, des différents set events au niveau de notre pavillon, ici, ou voire même les actions qui se font au niveau de la société civile, mais aussi au niveau des autres institutions. C'est une action, ce sont des actions qui sont complémentaires et le ministère du Développement durable a su gérer avec une grande maîtrise l'ensemble de ces événements. La conclusion qu'on puisse, si vous voulez, avancer alors même que la COP n'a pas encore terminé, c'est de dire que le Maroc est bien vu. Il est bien vu au niveau africain, au niveau arabe, mais aussi au niveau mondial. On se rend compte de plus en plus que les gens apprécient le Maroc pour ce qu'il fait au niveau du changement climatique, pour ce qu'il fait au niveau de ses institutions, au niveau de sa stabilité politique, mais aussi au niveau des actions concrètes et ses stratégies à long terme qui se font au niveau de l'équipe de développement durable. C'est sûr que lorsqu'on est bien classé et qu'il y a des classements mondiaux maintenant qui sortent le Maroc dans le top 3, c'est une chose qui ne peut être que le fruit d'un travail donc, de haut niveau et un travail de précision. Alhamdoulilah, on a présenté l'expérience marocaine sous ses différentes formes, avec les différents ministères, les différentes institutions qui travaillent dessus. Et il y a eu d'un côté, de l'autre côté, c'est-à-dire des gens qui nous ont suivis, il y a eu, alhamdoulilah, je dirais, un grand accueil de ce que nous faisons. Et d'ailleurs, si un certain nombre de pays ont encore quelques problèmes de financement, d'ailleurs la question du financement rejaillit à chaque fois, le Maroc arrive quand même avec les pourvoyeurs de fonds, avec les bailleurs de fonds, à pouvoir dégager, alhamdoulilah, des montants qui sont conséquents au niveau donc, des changements climatiques. Le cas de l'Allemagne hier et la signature donc, avec l'Allemagne sur un montant qui est très conséquent, je dirais, nous conforte
dans cette position et je dirais il nous met un peu plus de panache dans les actions que nous allons faire par la suite et ça c'est une bonne chose. Espérons que les pays occidentaux arriveront à prendre des décisions concrètes sur ce côté de financement et espérant qu'effectivement les pays africains et arabes ne soient pas déçus puisque maintenant une année d'attente c'est quand même beaucoup mais j'espère que tout le monde comprendra que le temps joue contre nous et que plus on retarde les vraies décisions d'une journée, plus le monde sera mal loti. Donc espérons un avenir agréable et meilleur et propre pour l'ensemble de l'humanité. La dernière question, et c'est l'habitude des interviews de Le Vert, c'est on demande toujours aux personnalités interviewées d'adresser un message aux Marocains parce qu'on sait que une transition énergétique de la sorte qu'on est en train de vivre au Maroc, il faut que ça soit en fait accompagné. Il faut que le citoyen marocain adopte de nouvelles pratiques. Quel est votre message à nos citoyens ? Alors, s'il y a un message à délivrer, c'est le suivant. Je dirais à nos concitoyens que l'avenir nous appartient. Et il nous appartient à nous de décider de quel avenir nous voudrons. L'essentiel, c'est de dire que notre comportement, tout un chacun, c'est celui qui décidera de l'avenir de demain. Le changement climatique, il est là. Donc s'il n'y a pas un changement de mentalité pour pouvoir sortir gagnant de ce changement climatique, il y a un grand risque. Donc ne risquons pas notre avenir, ne risquons pas l'avenir de nos enfants, ne risquons pas l'avenir de l'humanité.